Le silence était devenu son armure. Au milieu du vacarme joyeux d'un dîner de famille, où les rires fusaient comme des bouchons de champagne et les conversations tourbillonnaient autour de futilités dorées, voitures neuves, résidences secondaires, entreprises florissantes, Linda May Parker s'était réfugiée dans une forteresse intérieure, un sanctuaire où le mépris ne pouvait l'atteindre. Assise en bout de la massive table en chêne, ses mains sagement jointes sur ses genoux, elle était une île de quiétude dans un océan de suffisance. La simple robe bleu marine, trouvée en solde 3 ans plus tôt, commençait à la serrer à la taille, un rappel tangible du temps qui passe et des rêves qui s'étiolent. Elle était, et en était fière, professeure de mathématiques dans un collège de Knoxville, Tennessee. Sa vie ne se mesurait pas en bilan financier, mais dans les lueurs de compréhension qui s'allumaient dans les yeux de ses élèves. Elle bâtissait des ponts vers l'avenir avec des équations et des théorèmes, un travail patient et essentiel. Mais ce soir, dans cette arène familiale, rien de tout cela n'avait la moindre valeur. Son mari, Charles, tenait le crachoir, avachi dans son fauteuil, un verre de bourbon ambré à la main, maître de cérémonie de sa propre gloire. Son regard dériva vers Linda, et elle reconnut cette expression qu'elle connaissait si bien, un cocktail glaçant d'irritation et de gêne. « Vous savez, maman » lança-t-il, sa voix portant délibérément jusqu'à l'autre bout de la table. Certains hommes ont la chance d'avoir des épouses qui sont de véritables partenaires dans leur succès. Linda, ici présente, s'obstine à jouer à la maîtresse d'école, pour un salaire de quoi? 30 000 $ par an? À peine de quoi payer l'essence de sa voiture. Un rire poli, mais complice, parcourut l'assemblée. Le visage de Linda s'empourpra violemment. Elle baissa les yeux vers son assiette en porcelaine fine, piquant sans conviction les petits pois avec sa fourchette. Sa belle-mère, Evelyn Parker, afficha un sourire d'une douceur vénéneuse en se servant une louche supplémentaire de ragoût. « Il n'a pas tort, ma chère. Tu devrais vraiment songer à soigner davantage ta présentation. Une femme est le reflet de son mari, après tout. » Le coup de grâce vint, comme toujours, par la comparaison. Regardez Nikki Davenport, par exemple. Toujours impeccable, toujours aux côtés de Charles lors de ses événements professionnels. À la simple mention de ce nom, Linda sentit sa poitrine se comprimer dans un étau invisible. Tout le monde à cette table savait qui était Nikki. La jeune et glamour propriétaire d'une chaîne de salons de beauté du centre-ville, celle que l'on voyait de plus en plus souvent au bras de Chuck lors des soirées de charité et des galas où Linda, autrefois, avait sa place. La comparaison n'était même plus voilée, elle était brandie comme un étendard. « Je l'ai croisée la semaine dernière », intervint un des cousins de Chuck. « Quelle classe ! Avec un physique pareil, elle pourrait faire la couverture d'un magazine. Et elle est d'une aide précieuse pour le réseau de Charles, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que j'appelle une partenaire qui soutient son homme. » Linda pinça les lèvres, luttant contre la vague de répliques cinglantes qui menaçait de déferler. Elle se força à penser à ses élèves, à la lumière dans leurs yeux lorsqu'une équation complexe devenait soudain limpide. Elle songeait à la fierté qu'elle ressentait en aidant ses enfants que personne d'autre n'encourageait. Mais ici, dans ce tribunal familial, ses victoires étaient invisibles. Pour eux, elle n'était qu'une enseignante mal fagotée, avec une coupe de cheveux démodée et un emploi qui inspirait la pitié plutôt que le respect. Chuck se pencha vers elle, son souffle chargé de whisky, sa voix un sifflement venimeux que seule elle pouvait entendre. « Tu me fais honte. Tu ne t'habilles pas comme les autres femmes. Tu n'agis pas comme elles. Tu me tires vers le bas. » Ses yeux la transperçaient, froids et durs comme des éclats de verre. Au moment du dessert, Linda se sentait réduite en miettes. Les rires autour d'elle résonnaient comme des insultes. Lorsqu'Evelyn porta un toast à « l'avenir brillant de Charles et à la famille exceptionnelle qui le soutient », Linda posa discrètement son verre d'eau et pria pour que cette mascarade prenne fin. La chute. Le trajet du retour se fit d'abord dans un silence lourd, seulement troublé par la lueur orangée des lampadaires glissant sur l'habitacle du luxueux SUV. Puis, la rage de Chuck explosa. Il frappa violemment le volant. « Tu es resté planté là comme une potiche. Tu ne pouvais pas au moins essayer de faire un effort? Toutes les femmes dans cette pièce ont une manucure, un coach personnel, un minimum de style. Et toi? Une robe bas de gamme et des chaussures usées. Est-ce que mon apparence est tout ce qui t'importe? »
Linda tourna la tête vers la fenêtre, regardant les néons des fast-food défiler dans un flou indifférent. « Ce qui m'importe, c'est notre fils », cracha-t-il. Cette phrase la fit se tourner vers lui, incrédule. « Maddie. Ne me lance même pas là-dessus. Ce gamin passe ses journées enfermé avec ses maudits kits de robotique. Il a besoin d'être sur un terrain de foot, de se faire des muscles, d'apprendre l'esprit d'équipe. Au lieu de ça, il bricole comme un fils à maman. » Son cœur se serra. « Il est doué », dit-elle fermement, surprise par la force de sa propre voix. « Il construit des machines que la plupart des adultes ne pourraient pas comprendre. Il écrit lui-même les programmes. Il a un avenir. » Les lèvres de Chuck se retroussèrent en une grimace de dédain. Un avenir de quoi? D'ingénieur anonyme dans un bureau miteux? Le football forme des leaders. La robotique forme des losers. Les mots la percutèrent avec la violence d'un coup de poing. Elle pressa sa main contre son sternum, son souffle devenant court et saccadé. Des points noirs dansèrent à la périphérie de sa vision. Chuck, je n'arrive plus à respirer. Il lui lança un regard exaspéré. Oh, non, pas encore. Toujours le grand drame quand les choses sérieuses sont abordées. Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, son corps s'affaissa sur le siège passager. Le monde s'éteignit pour Linda. Lorsque le SUV s'arrêta dans un crissement de pneus devant les urgences, des infirmiers se précipitaient déjà avec un brancard. Chuck les suivit, le visage crispé, marmonnant des excuses sur ce « contretemps ». Crise hypertensive, annonça un urgentiste en vérifiant ses constantes. Stress aigu. Mettez-la sous oxygène et lancez le monitoring immédiatement. Les lumières crues de l'hôpital défilaient au-dessus d'elle tandis qu'elle sombrait dans l'inconscience. Et dans ce vide, une seule pensée, claire et tranchante, ai-je gâché la moitié de ma vie avec un homme qui me méprise? L'exil. Quand elle rouvrit les yeux, ce fut dans une chambre privée, au son régulier du moniteur cardiaque. Un médecin d'âge mûr, au visage calme mais grave, lui expliqua la situation. « Madame Parker, votre corps vous a envoyé un signal d'alarme très clair. Cet épisode a été déclenché par un niveau de stress extrême. Il vous faut du repos. Un repos profond. Nous vous conseillons un séjour dans un centre de bien-être dans les Smoky Mountains. Pour vous ressourcer, avant que quelque chose de plus grave ne se produise. » Chuck, assis près de la fenêtre, absorbé par son téléphone, leva les yeux. « Bien sûr, docteur, dit-il d'un ton poli et prévenant. Nous ferons tout ce qu'il faudra. » Mais dès que le médecin eut quitté la pièce, son masque tomba. « Tu sais vraiment choisir ton moment, Linda. J'avais 2 réunions capitales aujourd'hui. » Il lui organisa son séjour dans ce centre de bien-être, non par sollicitude, mais pour l'écarter. Pour avoir le champ libre. Pour gérer Nikki. 2 jours plus tard, Linda arrivait dans ce havre de péniché au cœur des montagnes. L'endroit était d'une beauté à couper le souffle, mais elle s'y sentait comme une prisonnière. Elle suivit les cours de yoga, les séances de méditation, écoutant les histoires des autres pensionnaires sans jamais partager la sienne, trop intime, trop douloureuse. Le soir, seule dans sa cabane, elle contemplait les silhouettes sombres des montagnes, et les souvenirs affluaient. Le rire moqueur de Chuck, ses paroles cruelles, le sourire narquois de sa belle-mère. Elle se souvint aussi du jeune homme qu'il avait été. Celui qui admirait sa gentillesse et son dévouement. Cet homme était mort depuis longtemps, remplacé par un étranger avide et méprisant. Et pour la première fois, elle s'avoua une vérité terrifiante, elle non plus ne l'aimait plus. Il ne restait que l'épuisement, le chagrin, et l'écho assourdissant des années perdues. Le démantèlement. Lorsqu'elle revint de sa retraite forcée quelques semaines plus tard, la première chose qui la frappa fut le silence. Un silence anormal, un vide. Son regard balaya le salon et son souffle se coupa. Les étagères où s'alignaient ses livres étaient nus. Le fauteuil où elle corrigeait ses copies avait disparu. Même les photos de famille, vestiges d'un bonheur factice, avaient été décrochés, laissant sur les murs des rectangles plus pâles, fantômes d'une vie effacée. « Maman !» Maddie se précipita vers elle, le visage blême. Papa a commencé à tout enlever. Il disait que ça partait juste au garde-meuble. Mais chaque jour,
quelque chose d'autre disparaissait. Le bruit de la clé dans la serrure les fit sursauter. Charles entra, désinvolte, un dossier sous le bras. « Ah, tu es de retour. » « Bien. Ça m'évite d'avoir à te chercher. »« Charles, où sont nos affaires ?»« Rationalisation, » répondit-il sans la regarder. « On n'a pas besoin de tout en double. Une partie est stockée. Le reste, eh bien, Nikki et moi en ferons meilleur usage. » Il posa le dossier sur le comptoir. « Voici les papiers du divorce. Tout est déjà réglé. Tu n'as qu'à signer. » Maddy le regardait, les yeux écarquillés. « Tu nous quittes ? Ne sois pas mélodramatique. Tu me verras. Mais Nikki et moi emménageons ensemble. Je ne peux pas entretenir deux foyers. » Linda parcourut les documents. Les termes étaient d'une cruauté chirurgicale. Un petit appartement en périphérie, une pension alimentaire dérisoire. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle. « La vie est injuste, Linda. J'avance. Je me débarrasse des poids morts. Estime-toi heureuse que je te donne quoi que ce soit. » La voix de Maddy, tremblante mais ferme, s'éleva. « Je ne veux pas vivre avec elle. Je veux rester avec maman. » Charles eut un geste dédaigneux. « Tu t'y feras. Nikki t'inscrira au football. Elle te sortira de ton monde de robots. Tu me remercieras un jour. » À cet instant, à travers le brouillard de sa peine, une clarté perça. Elle prit le stylo. Sa main ne trembla qu'un instant. Le crissement de l'encre sur le papier fut le son final, la fermeture d'une porte blindée sur son passé. Charles reprit les papiers, un sourire satisfait aux lèvres, et partit sans un regard en arrière. Linda serra son fils contre elle, au milieu des ruines de leur vie. « Tout ira bien, Maddy, » murmura-t-elle, avec une conviction qu'elle ne ressentait pas, « on va recommencer. Juste toi et moi. » L'abîme. L'appartement que Charles avait, généreusement, pourvu était un studio sordide dans un immeuble délabré. Les murs étaient fins comme du papier à cigarette, une odeur de friture rance flottait en permanence dans le couloir, et le grondement incessant de l'autoroute voisine était leur nouvelle berceuse. Le lit de Maddy n'était séparé du sien que par un vieux drap tendu en guise de rideau. À sa nouvelle école, Maddy était un paria. Sa passion pour la robotique lui valut des moqueries. Le coach de l'équipe de football, un homme à la mâchoire carrée, lui dit que la robotique n'était pas un vrai club, et que le football forgeait le caractère. Chaque soir, Maddy rentrait un peu plus éteint. Pour Linda, la situation n'était guère meilleure. Le nouveau directeur de son école, M. Grant, un homme aux allures d'homme d'affaires, la convoqua. « Madame Parker, dit-il avec un sourire huileux, certains de nos parents donateurs attendent un retour sur investissement. Un peu de flexibilité sur les notes de leurs enfants, si vous voyez ce que je veux dire. » Le cœur de Linda se glaça. « Vous me demandez d'accepter des pots de vin. Je vous demande de faire preuve d'esprit d'équipe. Ne soyez pas celle qui crée des problèmes. Je ne le ferai pas. » Sa vie à l'école devint un enfer. Surchargée de cours, de remplacements non payés, de tâches administratives sans fin. Elle rentrait chaque soir épuisée. Les factures s'accumulaient. La pension de Charles, quand il daignait la verser, ne couvrait même pas la moitié de leurs besoins. Elle sautait des repas pour que son fils puisse manger à sa faim. Puis vint le coup de grâce. Un appel de Charles. « Je coupe les vivres, » annonça-t-il, sa voix glaciale. « Nikki et moi avons des projets. Si tu contestes, je demande la garde exclusive. » Quel juge laisserait un enfant dans ce taudis avec une mère incapable de subvenir à ses besoins ? La ligne coupa. Le lendemain, M. Grant la convoqua à nouveau. « Il est clair que vous ne vous intégrez pas. Je vous suggère de présenter votre démission avant que nous ne soyons obligés de rendre la situation publique. » Ce soir-là, effondrée sur son lit, elle toucha le fond. Mariage, maison, carrière, stabilité, tout avait été anéanti. Elle était au bord du gouffre, et le sol se dérobait sous ses pieds. Un écho dans les montagnes. C'est dans ce moment de désespoir absolu que le téléphone sonna. Une voix calme et professionnelle se présenta. « Madame Parker ? Je m'appelle James Whitfield, avocat spécialisé en succession.
Je vous contacte au sujet de l'héritage de votre parente éloignée, mademoiselle Eleanor McCarter. Linda crut à une mauvaise blague. Je ne connais personne de ce nom. C'était une cousine au 3e degré de votre mère, expliqua l'avocat patiemment. Une femme très discrète qui vivait dans les Appalaches. Elle est décédée récemment et son testament vous désigne comme unique héritière de ses biens. Il y avait une maison, un terrain, un véhicule. Une seule condition, y résider pendant au moins 1 an pour en devenir la propriétaire définitive. Mais, pourquoi moi ? Elle n'avait pas d'autre famille. Votre nom était spécifiquement mentionné. Elle a laissé une note disant qu'elle voulait que sa maison revienne à une âme qui a besoin de reconstruire ses fondations. Cette phrase résonna en Linda. Une aventure, un signe, une folie ? Elle ne savait pas. Mais pour la première fois depuis des mois, un fil d'espoir, aussi ténu soit-il, se tissa dans les ténèbres. La route sinuait à travers les Appalaches, chaque virage dévoilant des panoramas d'une beauté sauvage. La petite ville de Townsend était un havre de paix. Au bout d'un chemin de terre, la maison se dressait. C'était une vieille demeure du sud, majestueuse malgré son âge, avec un large porche et des vignes grimpant le long des colonnes. À l'intérieur, l'air sentait le cèdre et les vieux livres. Un immense salon avec une cheminée en pierre, une bibliothèque du sol au plafond remplie d'ouvrages reliés en cuir. À l'étage, ils découvrirent une chambre qui semblait avoir été conçue pour Maddie, un atelier rempli de maquettes, de circuits, d'outils de précision et de manuels de mécanique et d'électronique. Le visage de Maddie s'illumina d'une joie pure que Linda n'avait pas vue depuis une éternité. Ce soir-là, un voisin, un homme robuste nommé Ed Collins, vint se présenter. Il s'occupait de la propriété pour mademoiselle Eleanor. C'était une femme remarquable, dit-il. Un véritable génie. Les gens du coin la prenaient pour une excentrique, mais elle construisait des choses incroyables dans sa grange. Intrigués, Linda et Maddie se rendirent dans la grande grange derrière la maison. Ce qu'ils y trouvèrent dépassait leur imagination. Ce n'était pas un simple atelier, c'était un laboratoire. Des prototypes de drones miniatures, des schémas pour un système de purification d'eau innovant, des carnets remplis d'équations complexes et de dessins techniques. Eleanor McCarter n'était pas seulement une femme discrète, c'était une inventrice brillante et méconnue. Le « trésor » n'était pas de leur confédéré, mais un héritage de connaissances et d'innovation. La reconstruction. Les semaines suivantes furent une renaissance. Maddie passait chaque instant dans l'atelier, absorbé, heureux. Il étudiait les carnets d'Eleanor, apprenant, construisant, son esprit vif s'épanouissant enfin. Linda, de son côté, découvrait une nouvelle force en elle. Elle s'occupait de la maison, du jardin, et surtout, elle regardait son fils redevenir le garçon curieux et joyeux qu'il était. Bien sûr, les ombres du passé n'avaient pas totalement disparu. Un promoteur immobilier, un certain monsieur Harrison, vint frapper à leur porte, affirmant détenir une option d'achat sur le terrain, signée par Eleanor des années auparavant. Apprenant l'existence de l'héritage, Charles refit également surface, menaçant de poursuivre Linda pour obtenir sa part, arguant que les inventions d'Eleanor constituaient un actif de valeur. Mais la Linda qui leur fit face n'était plus la femme brisée qui avait signé les papiers du divorce. Fortifiée par l'héritage d'Eleanor et l'amour inconditionnel pour son fils, elle se battit. Avec l'aide d'Ed Collins, qui connaissait tous les secrets de la région, elle découvrit dans les archives du comté que l'option d'achat de M. Harrison était caduque. Quant à Charles, elle lui fit face avec une sérénité qui le désarma. Cette maison, cet héritage, ce n'est pas une question d'argent, Charles. C'est une question de valeur. Une chose que tu n'as jamais comprise. Tu n'auras rien. Le point culminant de leur nouvelle vie arriva quelques mois plus tard. Maddie, s'inspirant d'un des concepts d'Eleanor, perfectionna un petit robot capable de détecter les fuites d'eau dans les canalisations avec une précision inégalée. Linda l'encouragea à s'inscrire à un prestigieux concours national d'innovation pour jeunes. Dans l'auditorium bondé, face à un jury d'ingénieurs et d'investisseurs, Maddie présenta son projet avec une assurance et une passion qui captivèrent l'audience. Linda, assise au premier rang, sentit les larmes de fierté couler sur ses joues. Ils remportèrent le premier prix. Une bourse d'études universitaires pour Maddie et un financement pour développer et breveter son invention.
Les journalistes se pressaient, les entreprises les contactaient. Leur vie venait de basculer, non par un coup du sort, mais par leur propre travail, leur courage et l'héritage d'une femme qu'ils n'avaient jamais connue. Quelques années plus tard, la maison d'Eleanor McCarter n'était plus seulement un foyer. Linda l'avait transformée en un lieu d'accueil, un atelier d'été pour les jeunes esprits créatifs de la région, un endroit où les enfants comme Maddie pouvaient s'épanouir sans crainte du jugement. Elle avait retrouvé le sens de sa vocation, bien au-delà des murs d'une salle de classe. Un soir d'automne, assise sur le porche avec Maddie, désormais un jeune homme confiant et passionné, elle regardait le soleil se coucher sur les Smoky Mountains, peignant le ciel de teintes dorées et pourpres. Le silence qui les entourait n'était plus une armure, mais une douce mélodie. Un silence rempli de paix, de promesses et du bruit discret des engrenages tournant dans l'atelier, où un nouvel avenir était en train de se construire. Ils avaient trouvé leur fondation, non pas dans les murs d'une maison, mais en eux-mêmes. Et c'était un foyer que personne ne pourrait jamais leur enlever.